et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, de retour après une semaine de pause, aujourd'hui pour une discussion sur la mémoire collective. On parle du livre dirigé par les sociologues et politistes Sarah Gainsburger et Sandrine Lefranc, paru il y a quelques mois au PUF, La mémoire collective en question, qui est à mon avis indispensable pour quiconque s'intéresse aux enjeux mémoriels. C'est un livre savant, varié, vous allez entendre 5 de ses contributeurs et contributrices. C'est aussi un livre d'hommage rendu à une pionnière dans ce domaine, Marie-Claire Lavabre, directrice de recherche émérite au CNRS, qui a entre autres dirigé la thèse de Sarah Gainsburger, et qui a écrit l'un des classiques des études sur la mémoire communiste en particulier, Le fil rouge. L'émission du jour a été enregistrée en public à Sciences Po le 23 avril dernier, à l'occasion justement d'un beau moment d'hommage, vous l'entendrez en présence de Marie-Claire Lavabre. J'ai eu le plaisir de modérer une table ronde avec 5 auteurs. Comme l'enregistrement a coupé pendant ma présentation, je les indique tout de suite dans l'ordre de leur prise de parole. Alexandra Heuser, sociologue, Université Paris-Nanterre. Jérôme Truc, sociologue, CNRS Paris-Nanterre. Philippe Ménard, littérature comparée, Université Clermont-Auvergne. Audrey Célestine, politiste, Université de Lille. Et Fabien Jobard, politiste, CNRS, Université Paris-Saclay. Pas d'historien ou d'historienne, même s'il y en a dans l'ouvrage. Vous le savez, dans ce podcast, on défend l'unité des sciences sociales, et ce livre et cette rencontre en sont, je crois, une belle illustration. Dernier mot pour indiquer que, comme toujours, vous retrouvez l'émission et tous les autres épisodes sur parolehistoire.fr et sur YouTube, et pour dire que cette émission est dédiée aux cagneuses et cagneux à travers la France qui doivent refaire leur épreuve de lettres parce qu'un paquet de copies a été perdu. Ils sont plutôt en train de réviser que d'écouter ce podcast, mais je leur adresse de très fortes pensées d'encouragement. Tout de suite, une introduction par Sarah Gainsburger, suivie de la table ronde. Autre apport, je pense, du livre, et qui est un livre interdisciplinaire qui réunit aussi bien des sociologues, des politistes, que des anthropologues, que des littéraires, et bien sûr des historiens, c'est de défendre l'idée que la mémoire n'est pas seulement un objet pour l'histoire. Donc, et ça, c'est, je pense, un des points vraiment très importants, en tout cas pour moi, dans ce livre. Donc, comme vous le savez, l'histoire a été en effet une discipline pionnière dans l'étude de la mémoire, dans les années 80 en France, avec évidemment le nom de Pierre Nora, qui est sans doute celui qui incarne le mieux cette diffusion d'une histoire de la mémoire. Mais cette approche-là est une approche spécifique, qui choisit l'objet mémoire d'abord comme un moyen de renouveler l'historiographie et l'histoire de l'histoire en tant que telle, de changer les manières d'être et de penser des historiens pour eux-mêmes. Il y aurait pu avoir plusieurs voies, d'ailleurs, dans cette histoire qui s'empare de la mémoire. Une voie que Philippe Joutard, qui est parmi nous, a développée, qui est celle de l'histoire orale, qui est aussi une façon très spécifique de travailler sur l'histoire à travers ses sources orales, à travers l'écoute des témoins, mais ce n'est pas du tout celle-ci, comme vous le savez, il suffit de lire le journal, qui a triomphé en France dans le débat public et dans le débat académique. C'est vraiment une histoire qui est une histoire du politique et de l'histoire elle-même faite à travers la mémoire. Et aujourd'hui encore, les historiens sont considérés dans le débat public comme les spécialistes de la mémoire, puisque celle-ci serait d'abord une forme de récit sur le passé et qu'ils sont spécialistes du passé. Et donc, ce faisant, il y a un syllogisme qui les conduit à être spécialistes de la mémoire. C'est par exemple aux historiens qui revient le rôle d'éclairer le politique quand il s'agit de traiter les questions dites mémorielles. Et c'est notamment à travers des notions comme les usages du passé ou les usages de l'histoire que ces questions sont souvent traitées. Donc cet ouvrage, c'est clair, propose une autre approche qui n'est pas forcément opposée mais différente de celle de la première. Et il est clair pour moi que c'est Marie-Claire qui a ouvert la voie de cette autre approche, dont tous, dans ce livre, on s'est plus ou moins saisi avec des différences, évidemment, et même si c'est évident, on a invité des historiens à participer à cet ouvrage, mais c'est vraiment cette façon de voir du point de vue des sciences sociales et de dire que la mémoire, ce n'est pas seulement une question de temporalité, mais c'est aussi une question d'espace social, d'espace des luttes, d'espace géographique, et que donc c'est tout ça qui fait que c'est un objet intéressant pour les sciences sociales. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est le choix du titre. Donc je sais que Marie-Claire partage ce point de vue. Personnellement, je suis pour ne plus utiliser le terme de mémoire collective, précisément parce qu'il veut dire absolument l'inverse de pourquoi il a été forgé par son inventeur, qui n'est donc pas un historien mais un sociologue, qui est donc Maurice Halbwachs, le sociologue durkheimien,
et qu'il a tendance à être utilisé sous la forme d'une métaphore pour désigner un ensemble de souvenirs, un ensemble de récits du passé qu'on partage. Or, pour moi, pour nous, pour Marie-Claire, et pour, heureusement, quand même, beaucoup de gens, la mémoire collective, c'est pas ça, c'est un processus social qui amène à penser, du point de vue des sciences sociales, la construction des souvenirs. On a quand même choisi de l'utiliser parce qu'il existe dans l'espace social et qu'il est très fort, qu'il est très structurant. Et que, en fait, moi, ça fait plus de 20 ans que je connais Marie-Claire, que je travaille avec elle. Donc j'ai beaucoup de chance. Et en fait, en 20 ans, cet objet, il a complètement changé. Il a changé parce qu'on le traite différemment. Heureusement qu'on ne fait pas la même chose depuis 20 ans, parce que ce serait quand même un peu inquiétant. Mais aussi parce que, en tant que question sociale, il a complètement changé. Moi, quand j'ai commencé à faire ma thèse, donc pour ceux qui ne le savent pas, sous la direction de Marie-Claire Lavabre, l'idée pour moi, pour nous, c'était de faire une sociologie de la mémoire, c'est-à-dire de s'intéresser aux cadres sociaux du souvenir. Comment on peut expliquer sociologiquement que des souvenirs naissent et que des gens les expriment? Aujourd'hui, c'est plus du tout ça pour moi de travailler sur la mémoire, c'est vraiment travailler sur la manière dont la mémoire est devenue un cadre social pour le politique et pour la société d'aujourd'hui. Donc, c'est aussi faire de l'histoire quelque part, c'est faire de l'histoire de mon objet. Et cet objet, il a évolué au fur et à mesure des années. Et je pense que les différents textes qui sont dans ce livre, parce qu'aussi c'est des chercheurs, et ça je pense c'est une réussite du livre quand même, qui sont à des différents niveaux de traitement de leurs objets, pas au niveau bon ou pas bon, mais au niveau de carrière, au niveau de développement de leur propre ligne personnelle, qui est rendue par ce livre. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout le même genre de questions, mais c'est d'autres questions. C'est par exemple s'interroger, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je donne des exemples, s'interroger sur pourquoi, dans tant d'endroits du monde, et selon des processus toujours divers, certaines revendications portées jusqu'ici sur le mode des droits socio-économiques sont aujourd'hui portées à travers le langage de la mémoire. C'est aussi comprendre pourquoi des actions de mémoire sont devenues des préalables incontournables à toute opération d'aménagement urbain. C'est comprendre comment la mémoire des femmes, et notamment des femmes de réconfort, est devenue un incontournable du discours féministe à l'échelle transnationale. Discours féministe qui lui préexistait, mais qui aujourd'hui trouve dans un des canaux au transnational cette question des femmes de réconfort, ou en France, la question de la panthéonisation des femmes. Pourquoi finalement la cause féministe passe par cette question-là? Ce n'est pas naturel en soi, ou une question qui n'est pas encore traitée dans le livre, mais qui par exemple participe de cette réflexion, pourquoi la question du rapport au changement climatique devrait passer par une réflexion sur la mémoire environnementale. Autant de questions que l'on peut traiter, qui s'imposent aujourd'hui parce que précisément la définition de l'objet mémoire a lui-même changé au fur et à mesure qu'on s'en est emparé dans nos travaux. Un extrait de l'introduction par Sarah Gainsburger, l'une des deux directrices de l'ouvrage avec Sandrine Lefranc. Et comme il y a eu une petite coupure de micro, le débat commence avec l'intervention de Jérôme Truc, à qui la question posée était « Y a-t-il une mémoire collective des attentats de 2015 ?» Chacun peut garder de ces événements. Pour le 11 septembre, tout le monde peut raconter où il était, quand il a appris la nouvelle, etc. Et donc cette mémoire collective qu'on présume exister. Et simplement, mon propos du coup dans ce chapitre, c'est de montrer que ce que montrent les recherches en la matière, et pas simplement les miennes, parce qu'il y a tout un ensemble de travaux qui se sont développés sur une série d'attentats en Occident et dans d'autres parties du monde, des travaux qui sont développés depuis une vingtaine d'années. Il y a une sorte de coïncidence temporelle entre l'intérêt pour la question du terrorisme dans nos sociétés, particulièrement depuis le 11 septembre 2001, même si ça ne date pas de là, mais particulièrement développé depuis cette date-là, et le développement des memory studies qu'évoquaient Sandrine et Sarah en introduction. Ça fait une vingtaine d'années. Et donc mon propos à partir de là est de montrer qu'en fait on pense mieux les choses avec trois niveaux en fait, plutôt qu'avec ces deux niveaux que seraient la mémoire individuelle et la mémoire collective. Trois niveaux qui sont en fait
la mémoire publique officielle, qui est portée par des commémorations, par des musées mémoriaux, par des politiques mémorielles. Un autre niveau qui est celui des mémoires groupales, en fait, qui correspondent à des communautés de souvenirs, des gens qui ont en commun une même expérience de l'attentat, d'un attentat donné, et un même récit. Par exemple, il y a un souvenir partagé particulier des pompiers pour le 11 septembre 2001, qui n'est pas le même souvenir que ceux que peuvent en avoir les Américains en général ou les New-Yorkais, les habitants de la ville de Manhattan, plus spécifiquement. De même que pour le 13 novembre 2015, il va y avoir un souvenir particulier, évidemment, pour les rescapés du Bataclan, qui ne sera pas exactement le même que pour ceux qui étaient au Stade de France, par exemple. Et un troisième niveau, qui est celui de la mémoire individuelle, en particulier pour ceux donc, qui ont vécu, qui ont eu l'expérience directe de l'événement, que ce soit en tant que témoin ou victime, ou au travers des médias. Et donc le propos, tout simplement, est de dire que le travail d'un sociologue de la mémoire en la matière, c'est d'étudier l'interaction entre ces trois niveaux. Voilà, plutôt que de s'enfermer dans un dialogue mémoire individuelle, mémoire collective, penser l'interaction entre mémoire publique officielle et mémoire groupale, entre mémoire groupale et mémoire individuelle, et entre aussi mémoire individuelle et mémoire publique. Ce qu'on oublie souvent de faire, ce qui n'est pas évident à faire, parce qu'on se retrouve confronté à l'impératif du devoir de mémoire, du fait qu'on doit évidemment se souvenir de ces événements-là. Et voilà, et ça rejoint assez directement cette tripartition, ce triangle que Marie-Claire a eu l'occasion d'exposer dans ses enseignements, dans des textes qu'elle rappelle d'ailleurs dans la conclusion de cet ouvrage, entre mémoire historique, mémoire commune et mémoire collective. Et donc voilà, pour le dire en quelques mots. Merci beaucoup. Alors, d'un article portant sur un passé très récent, on peut passer dans le livre à des travaux qui portent sur des choses plus lointaines, sur des grands marqueurs, évidemment, de ce qu'on appelle la mémoire collective, comme la Seconde Guerre mondiale, comme la question de l'esclavage. Alors, Alexandra Hauser, alors merci beaucoup. Votre article, il porte pas sur le même terrain, mais il mobilise des questions proches, notamment dans cette interaction entre ce qui est officiel et puis ce qui est porté par des acteurs individuels qui parfois vont subvertir, notamment à travers l'humour, les injonctions mémorielles. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, et avant, moi aussi, j'aimerais quand même exprimer ma joie d'être là. Moi non plus, je ne suis pas une doctorante officielle, mais une doctorante officieuse de Marie-Claire, qui est la vraie directrice officieuse, mais véritable de ma thèse quand même. Et donc, je suis très, très contente et fière de pouvoir être là aujourd'hui. Et donc, oui, moi, je m'attaque avec ce sujet à des questions ou des choses qui me posent question. Ça aussi, ça a été évoqué comme un élément de ce que fait Marie-Claire, regarder 2 fois, regarder 3 fois, et aussi s'interroger sur les évidences. Donc, Sarah et Sandrine m'ont demandé à écrire sur la question du souvenir, affaire sérieuse. Alors, je leur ai pas demandé pourquoi elles m'ont pas demandé d'écrire sur la mémoire, affaire sérieuse, mais sur le souvenir, affaire sérieuse. Peut-être on pourrait en reparler après. Mais du coup, j'ai écrit sur la question qui fait rire. Enfin, c'est la question: est-ce que les événements violents sont une affaire sérieuse, ou est-ce que on peut en rire? Est-ce qu'on en rit, et comment on rit? Qui en rit? Dans quel contexte? Parce que ça semble une évidence, notamment quand il s'agit d'événements violents et l'événement particulier de la Shoah, qui est l'événement violent du XXe siècle, qu'on ne peut pas s'en moquer. Or, il y a plein de gens qui s'en moquent, il y a plein de gens qui rigolent, à la fois aujourd'hui et à l'époque. Déjà, pendant la guerre, on riait du nazisme, on riait aussi de la Shoah. Il y a des juifs internés qui faisaient des blagues, des plaisanteries qu'on peut qualifier de stratégie de survie. Il y a aussi des bourreaux nazis qui se servaient du rire plutôt pour torturer les victimes. Donc, il y a toutes sortes de rires très différents déjà dans les années 30 et 40. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est de voir quelles plaisanteries survivent, quels sont ceux qui meurent, qui ne sont plus racontés. Certains sont effectivement racontés pendant la guerre.
qui ont été transmis notamment dans des procès, puisque les personnes ont été poursuivies pour avoir raconté des plaisanteries. Et on voit bien dans ces procès que ces plaisanteries sont bien sûr politiques, mais ils ne se résument pas à leur dimension politique, qu'ils ont des dimensions très privées qui sont liées aux relations familiales, aux relations du travail. On peut, par exemple, dénoncer un chef qui a fait une blague pour qu'il disparaisse à un certain temps de sa position et du coup changer ses conditions de travail. Donc il y a une imbrication entre différentes sphères. Par ailleurs, il y a et d'autre part, il y a des blagues qui ont été racontées dans les années 30 et 40 qui survivent, qu'on rencontre aujourd'hui dans les années 2000-2010 en Allemagne. Ça peut être dans des cours d'école, ça peut être dans des mémoriels au moment des visites. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est essayer de comprendre à la fois pourquoi ces blagues survivent et à la fois quelle signification, comment leur signification change selon le régime qui change. Régime donc nazi versus la démocratie allemande après la réunification. Et aussi, dernière question que je soulève dans cet article, la question de savoir pourquoi différents États s'attachent à ce point à poursuivre ce rire, à la fois dans les années 30 et 40, mais aussi aujourd'hui où les profs ou les encadrants dans les mémorials, les pédagogues, vont interdire le rire, vont interdire les blagues. Comment ça se fait que le rire va mettre en cause l'État? Et donc, ce passé-là doit rester dans des formes prédéfinies par des instances étatiques comme peut l'être l'école, les musées ou un certain nombre de personnes qui tentent à imposer ou qui tentent définir, mais finalement en vain, des politiques publiques de mémoire, puisque les personnes qui rigolent ne s'arrêtent pas de rigoler, puisqu'on le leur interdit. Donc, ces blagues, finalement, le fait que l'État attache sur autant de temps et dans des régimes aussi différents une telle importance à ces plaisanteries nous montre que, oui, le souvenir est une affaire sérieuse, peut-être parce qu'il fait rire, ou aussi parce qu'on rit, il est sérieux. Merci beaucoup. Pour faire peut-être la transition avec le texte de Philippe Ménard, je trouve ça très intéressant parce que ça montre d'abord que ces approches d'études de la mémoire, aucun matériau n'est indigne pour les traiter, y compris les blagues, y compris l'ordinaire des interactions sociales. Et ça montre aussi que le prendre au sérieux, ça veut dire dépasser le caractère binaire qui serait que soit on se souvient sérieusement, soit on oublie. Mais en fait, il y a plein d'usages de la mémoire, il y a plein de manières de se souvenir, y compris l'indifférence, l'humour. Et c'est quelque chose que montre aussi Philippe Ménard dans son article, qui porte, je cite le titre, le tourisme de mémoire est-il nécessairement macabre? Parce que lorsqu'on va visiter des lieux marqués par l'histoire et donc surchargés d'injonctions mémorielles, on ne se plie pas toujours aux règles qui veulent qu'on se recueille. Il y a aussi des gens parfois qui courent entre les stèles. Quiconque est déjà allé dans un lieu mémoriel fort voit que parfois il y a des enfants, il y a des adultes qui font toutes sortes de choses qui ne cadrent pas avec ce qu'on attendrait des comportements vis-à-vis de la mémoire. Mais finalement, faire cette étude de la mémoire, c'est prendre au sérieux toutes ces manières de réagir par rapport au cadre mémoriel dans lequel on est. Alors Philippe Ménard, je vous laisse la parole. Oui. En fait, ce micro ne sert à rien. Mais il sert à enregistrer. Oui, voilà. Bien, merci. Et bon, je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est vrai que merci aussi finalement d'être là parce que ça fait bien longtemps qu'on se connaît, même très longtemps. Et aussi en tant que peut-être aussi ça dit quelque chose de l'ouverture multidisciplinaire. Du champ que tu as ouvert et dont tu as maintenu l'ouverture, puisque je suis ici en tant que littéraire. La plupart du temps, effectivement, les littéraires poursuivent leurs objets de mémoire
à côté des historiens et souvent à côté des sociologues et des politologues. Ceci dit, c'est pas vraiment en tant que littéraire que j'ai été invité à participer à ce recueil. En tout cas, je ne l'ai pas pris comme une invitation en tant que littéraire, avec ce titre un peu bizarre, qui était un peu comme un pari, puisque c'était « Le tourisme mémoriel est-il nécessairement macabre ?» Alors ça fait le lien avec... ça fait très bien le lien, je ne sais pas si c'est voulu, en tout cas c'est avec votre intervention. Parce que effectivement, il y a quelque chose de très cérémonieux autour de ces lieux, mais en même temps, paradoxalement, hein, et c'est un petit peu cet aspect que j'ai voulu traiter dans mon article, parce que, bon, d'abord, il y a la question du tourisme mémoriel, qui est une catégorie un peu trop englobante, puisque on y inclut les visiteurs qui peuvent venir pour des raisons personnelles, mais aussi les groupes scolaires, ceux qui sont quelquefois les plus turbulents, mais pas que, et puis les chercheurs, évidemment, et quantité d'autres personnes qui vont se rendre sur ces lieux, ces lieux mémoriels, et qui peuvent entrer dans cette catégorie un peu trop générale du tourisme mémoriel ou du dark tourism. Alors ça c'est une première chose. Le nécessairement était aussi un peu ambigu et le macabre finalement en bout de phrase renvoie au rapport à la mort. Or si on essaie de regarder comment fonctionne à la fois le tourisme mémoriel et les visiteurs sur les lieux, on peut se poser la question du rapport référentiel, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment dans un rapport à la mort qu'ils viennent visiter le lieu, ou en tout cas est-ce que c'est dans ce type de rapport-là que les dispositifs de ces lieux les conduisent, les dirigent, les entraînent et les encadrent. Alors justement le paradoxe il est un petit peu là, c'est qu'on s'aperçoit que sur les sites mémoriels vous avez généralement des mises en situation, des reconstitutions, quelquefois même des reenactments, donc quelque chose qui va passer par l'agir, des mises en scène immersives, hein, pour un certain nombre, en tout cas pour les plus contemporaines, hein, du spectacle, de la simulation, quelque chose qui, évidemment, peut se retrouver tout à fait dans des dispositifs, de distraction, de parcs d'attractions aussi. Hein. Et il y a quelque chose d'assez étonnant parce que on retrouve sur le plan technique, hein, y compris dans les consoles audiovisuelles qu'on invite à consulter les visiteurs, il y a quelque chose qui passe par justement le jeu, le ludique. Donc le macabre, il est effectivement, on peut dire, sur un plan dénotatif, sur un plan référentiel, mais sur un plan culturel, ce macabre est lui extrêmement connoté par le jeu, le ludique, des dispositifs qui vont être proches de la distraction. Il y avait par exemple à Dixmude, à la tour de l'Isère, là ils l'ont supprimé, mais pendant un certain nombre, je l'ai vu à deux reprises, on entrait, donc c'est le plus haut monument de la guerre de 14 qui se trouve en Flandre, au-dessus de Lille, si vous voulez, donc en Belgique. Et il y avait un moment, on entrait et il y avait comme un obus qui tombait et qui faisait plouf dans une flaque. Il y a quantité d'autres dispositifs comme ça dans les musées et qui effectivement font se demander où est le macabre. Bon, alors le macabre, il est évidemment référentiellement, que ce soit dans les camps de concentration, que ce soit sur les lieux des grandes batailles, mais que ce macabre est pris dans on peut dire, un enchâssement de cadres qui ne sont pas véritablement appropriés au macabre, mais peuvent se retrouver ailleurs, dans des lieux de distraction. Et c'est pas étonnant non plus si régulièrement, on peut dire dans l'histoire des sites,
sites, il y a des projets de parcs d'attractions qui viennent, qui sont tentés, comme à Fossoli, dans le nord de l'Italie, qui est l'équivalent du Drancy ou de la caserne de Saint. Donc ce camp de transit, eh bien, pendant 10 ans, il y a eu des débats pour installer un parc d'attractions, un véritable Disneyland, à côté. Bon. Donc on se dit que même si ça a échoué, ça a duré pendant 10 ans, donc la question est là. Hein, et je pense que ce qui est important au niveau d'effectivement, et Marie-Claire, tu seras certainement d'accord, c'est de maintenir les questions dans ce qu'elles peuvent stimuler la pensée. Et alors à côté de ça, effectivement, on peut se dire que à côté de toutes ces stratégies qui sont mises en place pour attirer le public, hein, parce que c'est aussi le public qui fait vivre ces sites, eh bien, il y a aussi des réactions tactiques, comme dirait De Certeau, hein, versus stratégie d'un côté versus tactique, où, eh bien, effectivement, les visiteurs, pour ne pas les appeler les touristes, vont essayer de contourner les dispositifs ou de faire autrement que de répondre sérieusement à l'attitude à laquelle, d'une certaine manière, ils sont invités. Et là aussi, il y a quelque chose qui vient interroger le macabre, et parce que autant sur le grand monument qu'il y a à Berlin de l'Holocauste, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se met sur une dalle pour prendre le soleil, par exemple, bon, évidemment, ça fait transgression, blasphème, mais en même temps, donc il y a un contexte culturel, mais si pour ceux qui connaissent le Parque de la Memoria à Buenos Aires, il y a des gens des familles qui viennent faire des pique-niques, il y a des enfants qui jouent, alors il y a effectivement des gens qui viennent aussi, on peut dire, pour retrouver ou pour commémorer en hommage à leurs propres disparus, mais c'est pas non plus contradictoire. Et donc là aussi, on peut se dire que sur les sites, mais de manière plus ouverte, certainement de l'autre côté de l'Atlantique, il y a ce rapport assez étonnant entre le sérieux et le ludique qui peut arriver à se combiner, qui est choqué dans certaines cultures et être tout à fait accepté dans d'autres. Bon, voilà. Merci beaucoup. Je précise que votre chapitre dialogue en fait avec plusieurs autres chapitres du livre qui portent sur, par exemple, faut-il fermer les musées mémoriaux par Julie Lavielle? Pourquoi faire entrer la mémoire au musée par Henri Rousseau? Et en fait, même d'autres contributions qui, plus en filigrane, posent cette question des lieux et de la manière dont les lieux font réagir les gens. Les lieux peuvent être aussi des causes de mobilisation. On va former un groupe pour dire il faut un lieu pour telle et telle chose. Alors, vous en parlez un tout petit peu, Audrey Célestine, dans votre article, pour dire que les mémoires de l'esclavage ont aussi contribué à faire émerger, à avoir comme revendication des lieux dont certains existent aujourd'hui, en Guadeloupe, à Nantes, à Bordeaux, d'autres sans doute en projet. Mais en même temps, c'est un article qui montre que c'est une très bonne entrée, la question de la mémoire de l'esclavage, pour déconstruire l'évidence des groupes, comme s'il y avait un groupe qui serait automatiquement cernable, qui serait les gens porteurs de la mémoire de l'esclavage, et finalement l'État en interaction avec eux, aussi bien du côté de l'État que du côté des gens qui participent plus ou moins fort à des mouvements associatifs, à des mobilisations. C'est moins évident de cerner qui ils sont, et vous avez essayé de le faire dans votre travail. Dans ce chapitre, vous en restituez une partie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sarah et Sandrine de m'avoir associée à ce beau projet. J'hésite à faire les petites 30 secondes d'émotion, hein, Marie-Claire, c'est que j'ai la larme un peu facile. Parfois, malgré tout, voilà, moi je ne suis pas une thésarde de Marie-Claire, mais je l'ai rencontrée il y a exactement 20 ans, au moment de mon DEA, l'ancien master, et elle m'a dit cette phrase, une des premières phrases qu'elle m'a dites: il y a une dimension de mémoire dans votre travail. Alors moi je me dis ah bon. Et puis voilà, c'était le début d'une petite aventure, d'une manière en fait de découvrir une manière de faire de la science politique qui, je pense, m'est restée. Une manière de la faire dialoguer avec l'histoire, hein, tout un tas de choses qui ont déjà été dites aujourd'hui, une certaine manière d'interroger les catégories. Et du coup, quand les filles m'ont contacté pour me demander de répondre
à la question « La mémoire n'est-elle qu'une question d'identité ?» J'ai repensé à cette première discussion dans le bureau de Marie-Claire et je me suis dit « Mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir de cette question-là ?» Et puis voilà, j'y ai réfléchi, j'ai rendu mon texte très tardivement parce que j'ai beaucoup réfléchi à justement ce qu'il y avait dans la démarche de sociologie de la mémoire de Marie-Claire et puis de toutes les bandes qu'il peut y avoir autour d'elle, qui se sont construites autour d'elle, et puis la manière que je pouvais avoir de travailler sur l'identité, parce que finalement, effectivement, la mémoire n'était pas, en tout cas, ne me semblait pas complètement au cœur de mes recherches, même si elle était là, un peu tout le temps. Elle était là comme un enjeu de mobilisation des groupes que j'ai pu commencer à regarder pendant ce DEA et que j'ai vraiment étudié pendant la thèse, que finalement, identité et mémoire sont des catégories qui sont à la fois des catégories analytiques et des catégories de la pratique qui sont marquées par la polysémie, qui sont au cœur de polémiques, et qu'il y a entre les deux catégories ce que Marie-Claire désigne comme un lien spéculatif, et elle utilise ce terme dans Destin ordinaire, qui est mon petit livre préféré, qui est un livre auquel j'aime beaucoup y revenir, j'aime beaucoup l'offrir, Destin ordinaire, identité singulière et mémoire partagée. Et elle montre justement qu'il n'y a pas d'évidence de ce lien. Et donc voilà, j'ai essayé de travailler autour de ça pour ce texte. Pour justement, dans la mise en regard des deux notions, éviter le piège de l'essentialisation, qui est un peu une obsession que j'ai pour le coup depuis au moins 20 ans. Et donc, j'ai essayé de les mettre en regard à partir d'un travail au long cours maintenant sur ces groupes qui se mobilisent autour, pour la mémoire de l'esclavage, avec des sens un peu différents au fil des années, et qui contribuent à façonner le groupe légitime porteur de cette mémoire en France hexagonale, et puis de plus en plus, je regarde de plus en plus ce qui se fait aussi en Martinique et en Guadeloupe. Et donc dans le texte, je reviens sur cette question de la polysémie de ces enjeux, en même temps que sur leurs liens et leur articulation, avant de regarder le rôle de ceux qu'on pourrait désigner comme des entrepreneurs de mémoire, terme rencontré lors du séminaire de sociologie de la mémoire de ce fameux DEA de sociologie politique, et de regarder le rôle de ces entrepreneurs de mémoire, leaders associatifs, dont une grande partie du travail consiste à dessiner les contours d'un groupe, à dire qui peut se mobiliser, doit se mobiliser autour de la question de l'esclavage, à forger, façonner des catégories, victimes, descendants de victimes de l'esclavage, mais parfois aussi antillais, ultramarins, originaires d'outre-mer, et tout un tas d'autres termes qui sont façonnés dans des interactions, dans des va-et-vient, dans des échanges avec les pouvoirs publics. Et ce qui m'a intéressé, c'est précisément de regarder ce travail-là, tout ce travail de construction identitaire, de façonnement des contours d'un groupe qui pourtant, lorsqu'on présente le sujet, je travaille sur les Antillais en France, paraît tellement évident. C'est simple, les Antillais en France, c'est les Antillais en France. Et de justement regarder tout le travail qu'il y avait à l'œuvre pour dire de quels Antillais exactement on parlait, puis pour essayer de saisir qui étaient vraiment ces Antillais et quel était le lien entre cette identité d'Antillais et la question de la mémoire de l'esclavage. Et en fait, en regardant ces entrepreneurs de mémoire dans le temps, en ayant une attention que j'essaye de... Voilà, je reviens sur quelques trajectoires militantes dans le texte, on en arrive du coup à des manières différentes d'aborder la question, de façonner le groupe, d'être dans des interactions avec les pouvoirs publics. Et on vient également à la mise en place d'espaces, de lieux par ces groupes, par l'organisation de commémoration, et avec des effets. Et justement, cette question des effets qui est au cœur aussi d'une partie des discussions que je peux avoir avec Sarah, rencontrée par l'intermédiaire de Marie-Claire il y a bien longtemps également. Cette question des effets, elle est passionnante parce qu'elle permet de toucher du doigt ce qui reste et ce qui ne reste pas, ce qui est approprié, ce qui est mis à distance dans le cadre de ces mobilisations, y compris quand on parle d'un concert de zouk organisé sur la place de la République. Qu'est-ce qui, lorsqu'on organise un concert avec des membres de Kassav pour la mémoire de l'esclavage, pourquoi les gens viennent? Est-ce qu'ils viennent écouter Kassav ou est-ce qu'ils viennent pour honorer les aïeux?
comme l'expliquent les leaders de ces mobilisations. Et du coup, cette attention-là à ne pas envisager les groupes, les raisons pour lesquelles les gens se déplacent, à défaut de se mobiliser, je pense que ce sont vraiment des manières d'aborder ces enjeux-là qui me viennent d'une première discussion vers septembre 2003 avec Marie-Claire. Donc voilà, merci pour ça et puis merci pour encore l'invitation à écrire ce texte. Merci beaucoup. Alors c'est pour terminer ce tour d'horizon, je vais donner la parole à Fabien Jobard. Juste avant, peut-être pour souligner là aussi l'amplitude temporelle des contributions du livre, puisque la question de la mémoire de l'esclavage renvoie en fait à des mobilisations présentes, mais qui renvoie au 19e siècle, qui renvoie à 1848, avant 1848, avant l'abolition de l'esclavage, et qui montre qu'il y a des formes non pas de continuité, mais en tout cas des formes de reprise d'un passé relativement lointain, d'un passé en tout cas qui dépasse l'échelle biographique des individus, puisque les gens qui se mobilisent aujourd'hui n'ont pas été esclaves eux-mêmes. Parfois, ils peuvent retrouver des gens qui l'ont été dans leur famille, mais parfois aussi, c'est quelque chose qui est peut-être pas projeté sur ce passé, mais en tout cas, qui est une réappropriation de ce passé qui n'est pas forcément présent dans la mémoire familiale. Et le texte de Fabien Jobard est très intéressant en contraste parce qu'il évoque quelque chose qui au contraire fait l'objet d'un oubli ou d'un effacement, c'est-à-dire quelque chose de récent, des années 1990-2000, mais qui, d'un lieu de mémoire qui n'existe plus en tant que tel, qui montre qu'il y a parfois des réappropriations d'un passé, même lointain, même à presque 200 ans d'écart, par des gens qui continuent d'être porteurs de revendications, d'exigences, d'enjeux mémoriels, et puis parfois un passé, alors avec pas la même ampleur sociologique sans doute, mais en tout cas un passé qui a été très important, eh bien finit de l'être, cesse de l'être, et puis tombe en partie dans l'oubli. Alors voilà, je donne la parole à Fabien Jobard qui peut nous expliquer sur quoi il a travaillé. Absolument, merci beaucoup. Alors moi, quand j'ai rencontré Marie-Claire Lavable, c'était au printemps 1998 à Berlin. Et c'était un moment où Marie-Claire Lavable en avait marre de la mémoire. Organisait même des séminaires au centre Marc Bloch, en français, en allemand, en toutes les langues possibles, pour expliquer que il fallait qu'on en finisse avec la mémoire, avec la grande foire à la mémoire. Bref, elle voulait rompre avec la mémoire. Alors, donc, j'ai cherché à produire un texte d'anti-mémoire, de non-mémoire. Et pas pour faire le malin, pas pour jeter faire plouf dans la flaque, mais pour par fidélité à ce moment de rencontre avec Marie-Claire. Et comme je suis dans la vraie vie sociologue du pénal, je suis allé voir ce qu'en pénal, ce à quoi renvoie la non-mémoire. Eh bien, ça renvoie évidemment au non-lieu. Et j'ai renoué avec un non-lieu qui m'a poursuivi quelques années, qui est le non-lieu prononcé en décembre 2001 par la Cour d'appel d'Orléans, relatif à une affaire, durant laquelle le jeune Abdelkader Bouziane, 16 ans, est mort d'un tir commis par un policier, Sébastien Laurent Le Chiffre, sur la route qui relie Fontainebleau, qui relie Damary-les-Lys, près de Melun, à Nemours. Abdelkader Bouziane est mort d'une balle dans la nuque. Les juges parviendront à se convaincre que son véhicule qu'il conduisait agressait le policier en marche arrière et que celui-ci donc a dû faire usage de son arme dans le cadre de la légitime défense. La mort d'Abdelkader Bouziane a entraîné 3 nuits d'émeutes très violentes à Damary-les-Lys, la destruction d'un centre, le centre Albert Schweitzer, qui venait d'être inauguré 6 mois avant. Plusieurs jeunes de l'époque, jeunes 24, 25, 26 ans, seront incarcérés dans les jours qui suivront. Et quelques mois après, son cousin Slimane Bouklouche veut faire de cet événement, veut laisser trace dans la ville de cet événement. Et il envisage d'ériger une fresque sur un mur un peu vacant en bordure d'un terrain de basket à la mémoire d'Abdelkader Bouziane. Mais bien sûr, il ne fait rien sans en parler à la famille, à la mère d'Abdelkader, donc sa tante, Slimane, à qui il demande qu'il sonde quant au bien fondé de l'initiative et à qui il demande un poème qui viendra illustrer la fresque. Le surnom d'Abdelkader Bouziane, son blaze, celui qu'on dessine sur les graffitis
des murs, c'est cratère, C-R-A-T-E-R. Et donc, le motif de la fresque, c'est un volcan en éruption avec 2 véhicules de police plongeant dans la fournaise. Alors évidemment, le maire de la ville exprime son hostilité résolue à une telle fresque, à un tel lieu de mémoire, et s'engage alors un bras de fer, un vrai marchandage autour de l'opportunité de cette fresque, de ce lieu de mémoire. Slimane Bouclouche promettant au maire que le centre Schweitzer ne sera jamais reconstruit tant que la fresque ne sera pas érigée quelques dizaines de mètres plus loin, avec les 2 véhicules de police donc sombrant dans le cratère du volcan. Et puis finalement, un arrangement est trouvé. Certes, il y aura un volcan, certes, il y aura un volcan en éruption, mais les paroles d'apaisement de la maire d'Abdelkader et finalement pas de véhicule de police. La fresque est inaugurée, le maire de la ville soutient qu'elle fait la gloire de la délinquance et de l'incivilité et qu'elle sépare les communautés, mais peu importe, la fresque est inaugurée et elle est là quelques années, elle sera encore là quelques années plus tard, en 2002, lorsque les amis de ceux qui se sont vus incarcérés en 97 connaîtront un nouveau deuil de 2 de leurs proches tués dans des interactions avec la police à Dame-Marie Lélis, et c'est à cette occasion-là que je ferai leur connaissance. 10 ans après 2002, donc, 10 ans après la mort notamment d'Abdelkader Berichi, je retourne à Dame-Marie Lélis parce que un jeune homme a trouvé la mort au cours d'un contrôle de police à Melun, au pied de la presqu'île et de la prison qui s'y trouve. Un rassemblement est organisé à Dame-Marie Lélis et j'y vais avec un éducateur de la ville qui a le même âge dans le fond que ceux qui organisent le rassemblement. Et on se balade dans la ville, on se balade dans la ZUP, ou en tout cas l'ex-ZUP de Dame-Marie Lélis. Il voudrait me montrer sa tour, l'ancienne tour Martin Luther King, devenue tour Bourgogne, lorsque le maire a pris le pouvoir dans la ville en 1983, mais la tour a été rasée et on ne reconnaît plus rien. Et je précise comme un clin d'œil à Marie-Claire qu'on se balade comme ces 2 vieilles dames qu'on voit sur un film documentaire dans le Berlin d'après-guerre, sur l'Alexanderplatz, essayer de chercher où se trouve le sud, le nord de la ville, car rien n'est plus reconnaissable là-bas. Et à un moment, on se rend compte que la fresque elle-même a disparu. Il n'y a plus de fresque à la mémoire d'Abdelkader Bouziane. Et donc j'interroge quand même Slimane Bouclouche sur cette disparition. Alors Slimane Bouclouche, entre-temps, il est devenu adjoint au maire du maire qui déplorait l'existence de cette fresque, du maire qui traitait en 2002 les jeunes qui se réunissaient au pied de la barre du Mamoulin de petits terroristes de quartier quelques semaines après le massacre de Jenin en Palestine. Et je l'interroge et il me dit que dans le fond, cette fresque, c'est vrai qu'elle gênait dans la réorganisation de l'ex-ZUP, dans le plan en rue décidé aux alentours de 2010, et que il avait demandé à la maire d'Abdelkader Bouziane si on pouvait déménager cette fresque, si on pouvait la déplacer. Alors au début, il s'était mis d'accord avec elle et puis avec le maire, et comme le mur de Berlin, on l'a sectionné en pans réguliers et entassé, du moins stocké dans une salle municipale. Et puis petit à petit, tout le monde a oublié la fresque et finalement, on l'a détruite et mise au rebut, rejoindre donc des déchets de chantier. La fresque n'est plus, mais finalement personne ne semble ni s'en souvenir, ni particulièrement le regretter. Et ça m'a amené à cette réflexion que Marie-Claire Lavabre formule dans l'un de ses ouvrages, très exactement dans son papier de 94 de la Revue française de sciences politiques, évidemment. Et là, tu déplorais déjà ce que tu appelais la vogue mémorielle. La mémoire est une forme de rapport au passé dont la cause finale est la vérité du présent. Et il me semble que cette disparition de la fresque en mémoire d'Abdelkader Bouziane dit quelque chose du présent, des luttes
politique dans les cités de banlieue, dans les cités de nos banlieues, dit quelque chose de la nécessaire appropriation de ces luttes par les familles des personnes concernées et la difficulté qu'il y a pour ces luttes à faire sens au-delà des mémoires familiales. Au fond, la mémoire collective des violences policières dans les cités de ces banlieues rénovées, elle marque, elle frappe, mais elle ne laisse pas trace, elle ne se dépose pas, elles s'écrivent sur le vif, mais elles ne durent pas. Et j'ai trouvé que la disparition de cette fresque offrirait un vrai écho au non-lieu décidé par la Cour de cassation, un vrai écho à tes préoccupations de la fin des années 90, début des années 2000. Et avec Slimane Bouclouche, quand on a discuté de ce projet d'article, le projet d'article que j'avais, et je lui avais dit que je tenais à ce que le poème qui figurait sur la fresque et qui n'est visible aujourd'hui nulle part figure dans l'ouvrage, et on s'est fait la réflexion que finalement le seul lieu aujourd'hui qui garderait trace de ce combat, ce serait le livre offert donc à ton travail, à ta présence parmi nous, et à la fois Slimane qui ne te connaît pas et moi qui ai fait ta connaissance à Berlin. Eh bien, nous nous en sommes réjouis tous les deux. Merci beaucoup pour ce premier tour d'horizon. Avant de relancer une série de questions, je voudrais juste redemander à Fabien Jobard, peut-être pour prolonger sur son intervention, si finalement, en étant à la fois chercheur, mais en étant aussi sensible à ces questions, ce qui transparaît un petit peu à la fin de votre intervention, est-ce que vous vous dites qu'il y aurait une autre manière de porter cette mémoire? Autrement dit, est-ce que vous-même, en écrivant cet article, vous n'êtes pas à votre façon un entrepreneur de mémoire? Vous n'esquissez pas ce que pourrait être une mémoire collective ou ce que devrait être une mémoire collective des violences policières, en constatant finalement leur absence? Est-ce que c'est une manière de suggérer qu'une politique mémorielle haute serait possible, souhaitable? De quelle façon? En tout cas, est-ce que c'est des questions? Voilà. Est-ce qu'on peut garder l'étanchéité complète entre l'observation de ces enjeux et puis peut-être le souhait que cette question soit portée, existe, qu'un lieu existe? Je crois qu'on est tous chercheurs animés d'une sensibilité particulière pour nos objets de recherche. Et en ce sens, je pense qu'on est tous réunis ici à titre égal. Mais c'est vrai que la question que vous formulez, je me la suis posée. Je me suis dit, est-ce que cette absence de mémoire, cette absence de traces laissées durablement pour les générations suivantes, est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est un manque qu'il faudrait combler? Ou est-ce que tout simplement c'est ainsi? Je pense que malgré tout, la mémoire de ces événements perdure dans des choses auxquelles nous autres, sans doute dans nos cercles académiques, avons peu accès, mais le rap est par exemple un vecteur considérable de ces événements, en perpétue la mémoire de manière fragile, certes, de manière très fragmentaire. Beaucoup d'événements peinent à laisser trace au moment où ils surviennent, beaucoup d'événements de violences policières, de violences létales, mortelles. Quelques-uns entraînent des mobilisations, et ces mobilisations ne sont jamais oubliées. J'en tiens d'ailleurs pour signe que l'un des jeunes détenus à la suite des émeutes de 97, d'ailleurs déjà incarcéré en 93 à la suite d'émeutes de Hamelin, et l'un des animateurs du mouvement Justice pour Adama, mouvement qui naît de la mort de Adama en juillet 2016. Et donc on voit qu'à l'échelle d'une vie, des mémoires perdurent, mais ce sont toujours des mémoires dans l'action, des mémoires actives, et je pense des mémoires qui se comprendraient mal si elles n'étaient pas des mémoires dans le combat. Je rebondis sur cette question pour peut-être demander à d'autres participants de la table ronde si leurs travaux les ont amenés à jouer un rôle d'expertise, à être auditionnés par telle ou telle instance publique. Autrement dit, est-ce que travailler sur les mémoires, c'est un travail particulier qui place d'une certaine manière aussi
en tout cas potentiellement dans cette arène mémorielle dont on est observateur, mais aussi parfois acteur. Et donc, je ne sais pas si, par exemple, Audrey Célestine, Jérôme Truc, vous avez, ou les autres évidemment, vous avez été amenés parfois à répondre à des questions d'autorité sur ce que serait une bonne mémoire, comment faut-il traiter cette mémoire, etc. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur ces enjeux? Oui, alors, c'est marrant, juste là, je reçois un message de Myriam Cotias, qui est donc historienne de l'esclavage et qui a présidé le comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage pendant plusieurs années et qui m'avait sollicité pour le rejoindre, je pense vers 2013. Et moi, ça m'avait posé beaucoup de problèmes qu'elle me demande ça, parce que j'avais commencé à travailler sur les membres du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, à essayer de retracer leur trajectoire, j'ai commencé des entretiens, et cette demande, m'embarrassait, en même temps qu'elle me permettait d'accéder à un espace dans lequel je verrais globalement ce qui se fait, ce qui se joue, la manière dont ça fonctionne, et puis qui me permettait également d'avoir des effets, peut-être. En tout cas, de participer à quelque chose, mais avec beaucoup de réserve aussi, parce que j'ai lisé beaucoup de choses autour de la mémoire, que j'étais pas très convaincue de la manière dont les choses étaient organisées et faites. Mais j'ai quand même dit oui, et donc j'y suis restée pendant 3 années en essayant de le faire comme quelqu'un qui fait des sciences sociales dans cet espace-là, et pas et avec un groupe qui, de manière générale, n'essayait pas de dire ce qui était bien et ce qui n'était pas bien, mais qui, est resté finalement sur son champ et tentait, à partir de cette place-là, de mettre en place des actions pédagogiques et avec une grande, je pense, compréhension du fait qu'il y avait de grandes limites à ce travail-là. Oui, je veux bien rajouter un mot là-dessus, parce que il se trouve que par ailleurs, moi, j'ai été mis à disposition par le CNRS, où je suis chargé de recherche à mi-temps, donc auprès de l'équipe chargée de créer le musée mémorial du terrorisme. Donc je pense que ça illustre assez bien que quand on travaille sur ces questions-là, et même si moi au départ, je travaille avant tout sur les réactions aux attentats. Quand on travaille de près ou de loin sur ces questions de mémoire, comme la mémoire est aussi devenue un objet d'intervention publique et un enjeu social plus globalement, parce qu'on en revient à l'interaction que j'ai évoquée entre mémoire publique officielle et mémoire groupale, qui peuvent être portées par des collectifs qui désirent qu'un événement soit justement inscrit dans la mémoire publique. Et donc, c'est là où intervient le travail des entrepreneurs de mémoire. Donc, justement, dès lors que, donc, en tant que chercheur, on aborde ces questions-là, on se retrouve très vite pris à partie ou interpellé. Et donc, d'un côté, on peut l'être pour accompagner le travail des entrepreneurs de mémoire, pour l'informer, pour l'appuyer. Il est souvent... Moi, il m'est souvent arrivé sur mes terrains, quand je travaillais autour des commémorations d'attentats, d'avoir du mal à faire comprendre à mes interlocuteurs auprès desquels j'enquêtais que je n'étais pas un journaliste qui était là pour en fait donner écho au discours mémoriel qu'ils souhaitaient porter, et que j'étais pas non plus là pour les espionner en fait, ou pour rapporter à des pouvoirs publics ce qui était en train de se dire ou de s'organiser. Donc faire entendre déjà un point de vue de chercheur neutre sur ces questions n'est pas forcément toujours évident, parce que les questions de mémoire sont très politisées. Et puis voilà, enfin je sais que quand par exemple la mairie de Paris a voulu créer un mémorial pour l'attentat du 13 novembre, aussi bien Sarah que moi, on a été quasiment interpellés par toutes les équipes qui voulaient répondre à l'appel d'offres de la mairie de Paris, parce que dans le cahier des charges, il était recommandé de s'associer à un sociologue de la mémoire, à un chercheur spécialiste de ces questions pour éclairer le projet artistique. Là encore récemment, j'ai appris que la mairie de Florange voulait créer un mémorial pour Samuel Paty. Et donc on me sollicitait pour savoir si je voulais pas. Donc je pense qu'effectivement, on se retrouve très souvent amené à être interpellé en tant que spécialiste de ces questions. Et toute la difficulté donc, c'est d'apporter le regard des sciences sociales, d'expliquer que non, dans un cadre qui nous est imposé, où on nous explique que voilà, on veut porter publiquement quelque chose qui paraît devoir être évidemment remémoré publiquement, et avec ces catégories que j'évoquais, qui sont ces grosses catégories, mémoire individuelle, mémoire collective, ramener de la complexité. Et donc pour en revenir au point de départ de ma réponse, moi si j'ai accepté aussi de participer à cette mission de préfiguration du musée mémorial du terrorisme, c'était pas uniquement pour être la caution scientifique à ce projet mémoriel, mais parce qu'il y avait un musée justement. Ça aurait été qu'un mémorial, je pense que j'aurais dit non, mais parce qu'il était question d'avoir un musée dans lequel on pourrait aussi
du coup, tout simplement transmettre des savoirs issus des recherches en sciences sociales sur ces questions-là et qui permettent donc du coup, en même temps qu'on fait acte de mémoire, qu'on crée un lieu de mémoire, de porter à la connaissance du plus grand nombre des savoirs critiques sur ces processus de mémorialisation. Oui, je peux. Effectivement, j'ai plutôt tendance à dire non, voire jusqu'ici, j'ai toujours dit non. J'ai été sollicitée récemment pour participer à un projet européen de création de lieux de mémoire pour des élèves et j'ai dit non. Alors pourquoi j'ai dit non? Parce que je trouve que cette double position d'être experte, de créer des lieux de mémoire et d'être chercheuse critique envers ces lieux, pour moi, est une schizophrénie intenable et je suis très admirative de ceux qui y arrivent. Personnellement, j'y arrive pas. Voilà, donc j'ai plus de mal à accepter ce genre de proposition, même si parfois on peut effectivement avoir l'espoir d'être plus entendu. Certainement, on l'est aussi quand on accepte ce genre de proposition, mais de me retrouver voilà, dans des contextes dans lesquels c'est plus un travail politique qu'un travail scientifique qui est demandé, ça me met extrêmement mal à l'aise et donc je dis non. Je me posais la question par rapport justement à cette mémoire des violences policières et sans faire de raccourci, mais par rapport à la transmission même, on peut dire, militante qu'on peut retrouver dans des groupes de banlieue et dans des formes de ghettoisation et par rapport aussi à une mémoire qui serait aux Antilles des indépendantistes ou de ceux qui ont lutté bon, je ne sais plus dans les années 70 ou 80, mais il y a eu des moments très très durs contre l'État français. Et donc c'est des mémoires qui passent, qui sont motivées par l'action. Et qui ne sont pas simplement des mémoires, on peut dire, victimaires. Et justement, il y a peut-être une ambivalence en ce qui concerne le musée du terrorisme, parce que on va retrouver aussi dans ce musée-là la question de mémoire militante, indépendantiste, qui ont lutté contre l'État et qui évidemment peuvent pas être mises sur le même plan que des assassinats tels et des attentats comme voilà, il y a eu récemment. Donc voilà, c'était plutôt une question. Et si je peux juste rebondir du coup sur ce que viennent de dire Alexandra et Philippe, moi il se trouve qu'effectivement quand j'ai été interpellé pour simplement contribuer à la création d'un mémorial dans une dimension avec on va dire un agenda politique, j'ai refusé à chaque fois. Si pour le musée mémorial du terrorisme j'ai accepté, c'est parce qu'en fait, une fois encore, il y a un musée en même temps qu'un mémorial, que ça se fait sous la houlette d'un chercheur aussi, ce qui compte beaucoup, Henri Rousseau, spécialiste quand même des questions de mémoire s'il en est, et que précisément en fait le propos c'est de pouvoir apporter un regard scientifique sur ces questions-là qui permet de décentrer le propos en fait. Et par exemple, quelque chose qui figure dans le programme scientifique culturel et qui découle très directement des recherches qu'on a pu mener avec Sarah sur les mémorialisations spontanées à la suite des attentats du 13 novembre. C'est ces mémoriaux qui sont créés dans les rues où les gens sont spontanément venus rendre hommage aux victimes en déposant des messages, etc. C'est la place des personnes qui sont migrantes dans ces mémoriaux, dans les réactions spontanées. Parce qu'on a très rapidement un discours qui se met en place, qui consiste à nationaliser l'événement, en fait, à dire qu'un attentat qui a lieu, on l'a observé aussi bien après le 13 novembre en région parisienne qu'après Nice ou après le 11 septembre, tout de suite l'événement est vécu comme étant historique pour la nation dans son ensemble. Et donc la tentation, quand la mémoire publique officielle s'en saisit, c'est de tout de suite construire un lieu de mémoire national pour cet événement qui a avant tout marqué le traumatisme de la nation. Bon. Or en fait les réactions elles sont internationales et elles sont transnationales aussi en fait. Dans ces mémoriaux on voit qu'il y a des migrants qui font la démarche express de venir, de déposer quelque chose parce qu'elles ne sont pas indifférentes à l'événement, parce que ça peut faire écho à des choses qu'elles ont elles-mêmes fui dans leur propre pays, par exemple des Syriens au moment des attentats de 2015. Et donc voilà, porter la parole du chercheur dans ces contexte-là, dans ce type d'équipe chargée de concevoir des musées mémoriaux, c'est aussi peut-être essayer de faire entendre ces choses que révèlent les recherches et qui ne sont pas directement visibles habituellement aux décideurs ou aux politiques qui voient ça d'assez loin avec leurs propres lunettes ou uniquement au travers de ce qu'en disent les médias et qui là aussi est beaucoup plus superficiel et rapide.
Merci beaucoup. Évidemment, on rappelle que la couverture du livre reprend une partie de ces messages post-2015 sur lesquels vous avez enquêté. Alors justement, cette notion d'enquête, vous avez dit plusieurs à quel point c'était compliqué d'être en tension comme ça entre la demande publique et puis le statut de chercheur critique. Mais justement, du point de vue du chercheur, et Sarah le rappelait tout à l'heure, longtemps c'était les historiens qui étaient réquisitionnés, mobilisés sur les enjeux de mémoire, alors que finalement ils n'avaient pas forcément l'outillage, méthodologie conceptuelle, parce que savoir travailler sur des archives n'aide pas forcément à saisir au présent ces enjeux-là. Vous êtes plutôt à cette table, politiste, sociologue, spécialiste de littérature, mais en tout cas, l'histoire en tant que telle, en tant que discipline, avec ses traditions disciplinaires, n'est pas ici représentée. Et du coup, je voulais savoir comment, avec quelle méthodologie concrète, avec quelle démarche d'enquête, on peut objectiver ces questions mémorielles. Parce qu'effectivement, ça a été dit aussi, un des grands travers des enjeux mémoriels, c'est l'essentialisation, la réification, le repli sur la psychologie, de traiter finalement les questions mémorielles comme si on pouvait essentialiser à l'échelle d'une nation ou à l'échelle d'un groupe social la psychologie individuelle en disant voilà, tel groupe est traumatisé ou tel pays est traumatisé, comme si c'était les mêmes mécanismes pour un individu et pour un collectif. Donc, comment est-ce qu'on produit un savoir critique? Comment est-ce qu'on déconstruit ces évidences, ces essentialisations? Et concrètement, avec quelle méthodologie de recherche on peut s'emparer de ça? Alors, des entretiens, des statistiques, des sondages. Voilà, comment on peut procéder? Je ne sais pas qui voudrait commencer à répondre. Peut-être Audrey Célestine, vous avez mené une enquête au long cours sur ces groupes. Je pense que ce qui m'a aidé à construire des enquêtes qui portaient notamment sur la question de la mémoire, c'est un des premiers enseignements qui était de traiter la mémoire comme un objet ordinaire de sciences sociales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode spécifique, c'est-à-dire de travailler vraiment. Alors, j'ai ce souvenir de la découverte des tests projectifs avec le parce que Marie-Claire était également l'enseignante de méthodologie pour le DEA, et donc on découvrait tout un panel de techniques, de méthodes qualitatives. Alors peut-être dites ce que sont les tests projectifs, parce que peut-être que tout le monde ici le sait, mais toutes les personnes qui écouteront pas forcément. Alors en quoi ça consiste? Alors je vais pas faire le petit topo sur les tests projectifs, mais en tout cas il y avait l'usage. On avait travaillé notamment sur l'usage de photographies pendant l'enquête auprès d'anciens militants communistes, et donc voilà, quel discours suscité par le fait de montrer telle ou telle photo, etc. Enfin moi j'avais été très impressionné par ça, mais j'avais surtout compris qu'il y avait un certain nombre qu'on pouvait aborder ces questions-là en faisant de l'observation, des entretiens, des choses tout à fait ordinaires, parce qu'il s'agissait là d'un objet ordinaire. Mais j'ai également appris, je pense que ça c'était l'autre enseignement important, l'importance du bricolage. Et je pense que la question, le bricolage, c'est un terme qui revenait quand même assez souvent en cours de méthodo. Et moi, je l'ai beaucoup utilisé, le fait que ça tombe pas toujours comme on veut, que moi, j'avais ce problème sur ce terrain des Antillais de la région parisienne, c'est que c'est au final dans les espaces, dans les collectifs mobilisés, c'est des petits milieux qui étaient très élitistes. Et alors du coup, la doctorante de Sciences Po qui s'intéressait à eux, du coup, il y avait souvent un petit projecteur qui était mis sur elle, ce qui vous met pas forcément à l'aise quand vous essayez justement de passer inaperçu pour pouvoir faire votre enquête pendant longtemps, ou alors que les questions mémorielles deviennent extrêmement conflictuelles dans l'espace public, d'être sollicité pour parler de l'avancée de vos recherches sur ces collectifs sur lesquels vous avez un regard un peu critique, et du coup tous les contournements, comment est-ce qu'on fait pour continuer à faire son terrain sans se brûler le terrain non plus. Donc là je pense que bricolage et objets ordinaires ont été deux piliers de la construction des enquêtes, de ces enquêtes au long cours. Je voudrais peut-être que Jérôme Truc nous dise un mot, parce que ces tests projectifs, il les a mis en œuvre dans l'article, et de manière très intéressante, justement pour dire que la mémoire collective des attentats peut être collective, mais elle peut être aussi différenciée suivant la façon dont des gens d'origines différentes perçoivent les événements. Alors oui, j'étais pas seul, en fait, c'était avec Sarah, là encore, parce que toutes ces recherches-là, on parle individuellement, mais en fait, on est obligé de faire nos tests seuls, malheureusement, mais en fait, nos recherches, elles sont collectives, très souvent, et c'est ça qui les rend agréables, d'ailleurs, et donc ce travail-là, il a été fait avec Sarah, avec Sylvain Antichamp aussi, qui est un des contributeurs de l'ouvrage, mais qui n'est pas là aujourd'hui, dans le prolongement d'un cours que donnait Marie-Claire, en fait, à Nanterre, et on était dans la foulée donc, des attentats de 2015, là encore, on avait eu l'idée de travailler avec un groupe d'étudiants sur, là, vraiment à chaud, sur la mémoire de ces attentats. Et évidemment, alors quand on
on veut interroger les gens sur leur mémoire individuelle, pour en revenir une fois encore aux 3 niveaux que je distinguais tout à l'heure. Quand on veut interroger les gens sur leur mémoire individuelle, ce qu'ils ont vécu, on peut faire des entretiens et ils racontent leurs souvenirs, où ils étaient le 11 septembre, où ils étaient le 13 novembre, etc. Et quand on veut explorer l'articulation entre mémoire groupale, donc ce que je disais, le souvenir commun que peuvent avoir du 13 novembre les rescapés du Bataclan et le souvenir individuel, l'entretien, ça fonctionne bien. Mais par contre, quand on veut étudier l'interaction donc entre mémoire individuelle et mémoire publique officielle, une fois encore, par exemple auprès des gens qui assistent à une commémoration, ça devient plus compliqué. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on va auprès des gens qui sont là, à Paris, auprès d'une commémoration, et qui en fait souvent se sont arrêtés juste parce que là, ils habitent dans le quartier, ils passent à côté, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Si on les interroge, qu'on leur dit, pourquoi vous êtes là, etc., on va récupérer des discours, très généralement, qui relèvent de la banalité, en fait, qui juste ne font que rappeler que, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est venu là parce qu'en fait, on s'est arrêté, qu'on a vu qu'il y avait quelque chose et qu'on se demande. Et donc, en fait, on se dit, parce que, c'est des attentats, et oui, c'est important de l'être là, et pourquoi c'est important d'être là? Parce que je pense que c'est important d'être là. On ne fait pas 1h30 d'entretien comme ça. Et donc, effectivement, on a eu l'idée, pour déplacer les choses, de recourir, nous aussi, au test projectif, parce que l'enquête sur les mémoires provoque ce genre de difficultés. Et donc, du coup, le test projectif, pour le contourner, ça fonctionne assez bien. Et donc, on a proposé à nos étudiants d'aller à la rencontre, alors à la fois d'étudiants sur le campus de Nanterre. On était le 13 novembre 2017, le jour même de la commémoration, le 2e anniversaire, sur le campus de Nanterre, et puis un autre groupe à Saint-Denis, à la sortie du métro à Saint-Denis, et un 3e groupe dans le quartier des attentats et des commémorations, dans le 11e arrondissement de Paris. Et il y avait parmi ces photos, des photos d'anciennes commémorations du 13 novembre, donc de l'année précédente, inauguration de la plaque au Stade de France, par exemple, le 13 novembre 2016. Et puis, il y avait des photos de commémoration d'autres choses, en fait, le 11 septembre, commémoration du 11 septembre, et puis aussi Charles de Gaulle au Mont-Valérien, photo en noir et blanc, et puis aussi une photo de l'opération Sentinelle dans les rues de Paris. Et donc, on avait donné comme consigne à nos étudiants de soumettre ça aux personnes qui voulaient bien prendre un instant pour l'enquête. Et ça donnait des résultats effectivement très intéressants, parce qu'on s'est rendu compte, nos étudiants se sont rendus compte, alors qu'eux-mêmes étaient très sensibles à l'injonction au souvenir. On est le 13 novembre, c'est une évidence, ça a été traumatique, et donc tout le monde doit savoir qu'on est le 13 novembre et que c'est le 2e anniversaire. Et là, ils se rendaient compte que beaucoup de personnes n'avait pas du tout ça présent à l'esprit, que même mis face à une photo d'une plaque inaugurée au Stade de France, ils ne voyaient pas du tout ce qu'il y avait à voir, et que face à De Gaulle, pareil, quelque chose qui pouvait paraître évident, De Gaulle en noir et blanc, le képi, Mont-Valérien, on voit la Croix de Lorraine, des gens voyaient Jacques Chirac, par exemple. Et donc tout de suite, on aborde les choses de manière très différente que si on est avec une grille d'entretien classique en disant, alors voilà, que pensez-vous, quel est votre rapport au souvenir au Mont-Valérien, de la Résistance, ou au souvenir des attentats, ou d'emblée, on redouble le cadre de la commémoration comme étant un souvenir qui doit être important. Alexandra Hauser, peut-être sur comment vous avez notamment travaillé sur les adolescents allemands, les lycéens en Allemagne. Qu'est-ce que c'est comme type d'enquête pour accéder à ces questions mémorielles? Oui, alors je ne pense pas qu'il faut des enquêtes spécifiques pour la mémoire, mais par contre, il me semble qu'il faut pour chaque sujet sur lequel on travaille des enquêtes spécifiques. C'est un peu ce que disait ce qui a déjà été dit tout à l'heure. Et donc moi j'ai fait le choix de faire une enquête un peu systématique pour ma thèse, de mettre en comparaison 4 lycées, 4 collèges-lycées, parce qu'en Allemagne le gymnasium c'est à la fois le collège et les lycées ensemble, chaque fois dans un quartier bourgeois et un quartier défavorisé dans 2 villes, à Hambourg et à Leipzig, donc une double comparaison à la fois sociale et à la fois territoriale, ancienne RDA, ancien RFA, donc un croisement assez complexe, un dispositif qui a demandé énormément d'entretien, énormément d'observations, donc c'est un dispositif qui m'a pris beaucoup de temps et qui est assez compliqué à refaire parce que justement ça demande énormément de travail. Certainement aussi une des raisons pour lesquelles les dispositifs comparatifs sont pas si fréquents que ça, mais il me semble que ça a permis de montrer justement
une des conclusions un peu de sens commun. Les générations, par exemple, s'affrontent. Une génération, deuxième génération après-guerre serait opposée à la troisième génération après-guerre. Qu'il y a une division générationnelle en Allemagne et une division Est-Ouest. Et ça a permis de montrer que non, qu'à l'intérieur des élèves que j'ai interrogés, il y a des très grandes différences à la fois entre filles et garçons, donc des questions de genre qui sont ressorties, que je n'avais pas prévu de ressortir, mais qui sont ressorties sur le terrain, des questions d'appartenance sociale, de capital culturel, des pratiques, bien sûr, de lecture, de musée, des pratiques culturelles. Donc tout ce que les sociologues savent des pratiques culturelles va se retrouver dans le rapport au passé de ces élèves des différents lieux, et que finalement les différences Est-Ouest sont pas non plus extrêmement prégnants dans cette génération-là. Donc voilà, autant de résultats qui finalement sont dus au dispositif d'enquête spécifique. Pour ma nouvelle enquête sur le rire, il y a quelque chose de plus compliqué, qui est que le rire ne se raconte pas. C'est assez difficile, et en plus il s'agit d'un sujet extrêmement tabou, donc pour arriver à faire parler les personnes de ces pratiques qui en fait sont considérées comme un peu transgressif, parfois rejeté très rapidement. C'est assez compliqué de faire ça en entretien, donc je fais des focus group avec des élèves, ça marche bien, ils se retrouvent à plusieurs, donc ils peuvent s'encourager. J'ai des élèves parfois, ils disent non, moi je veux pas dire, et l'autre dit si, hier t'as raconté cette blague, raconte-lui. Et donc essayer de créer des atmosphères collectives dans lesquelles les élèves prennent plus confiance face à la chercheuse, qui entre-temps a pris aussi un peu d'âge et donc peut-être impressionne un peu plus. Aussi rester très longtemps sur le terrain en observation, ça aide à observer des choses qu'on ne peut pas obtenir en entretien, puisque les gens n'en parlent pas, mais quand on les accompagne pendant longtemps sur le terrain, en fait, on les voit faire des choses. Donc tout ça, c'est des méthodes d'ethnographe qu'on peut appliquer à l'étude de la mémoire comme à n'importe quel autre sujet. Sur ces enjeux liés aux méthodes et aux enquêtes, Fabien Jobard, sauf erreur, vous n'êtes pas spécialiste de la mémoire en tant que telle, mais en revanche, c'est quelque chose que vous croisez, en fait, aussi bien du côté des gens qui font face à des violences policières que du côté de l'institution policière elle-même. En préparant un petit peu la séance avec Sarah, on évoquait notamment le fait que dans la police, la mémoire notamment des manifestations de 1986, de la mort de Malik Oussekine, est quelque chose d'assez structurant. Autrement dit, la mémoire, elle peut aussi arriver au détour de questions sociologiques qui sont autres, mais parce que ça peut se révéler structurant, important pour des acteurs qui vont ou pas vous en parler. La mémoire de Malik Oussekine, elle est doublement intéressante, oui, parce qu'elle a des effets sur les pratiques policières aujourd'hui. Vous vous souvenez que le député Fauvergue, ancien commissaire de police, préfet même, ancien patron du RAID, déclarait lors des mobilisations Gilets jaunes qu'il faut désormais oublier Malik Oussekine. C'est-à-dire, dans le fond, se débarrasser ou débarrasser l'institution de tout ce qui fait qu'elle est empêtrée dans ce souvenir et qu'elle ne peut pas se déployer à pleine puissance contre des manifestants séditieux. Donc c'était ça, pour Jean-Michel Fauvergue, oublier Malik Oussekine. Et d'ailleurs, si on en revient à mes histoires de fresques, vous savez que rue Monsieur le Prince, en haut, là, sur le trottoir de droite, en montant, devant l'immeuble dans lequel donc Malik Oussekine a été frappé à mort, vous avez une plaque. Mais cette plaque n'est pas sur le mur, elle n'est pas visible à hauteur d'œil, elle est posée sur le trottoir. Alors, comme le sont les Stolpersteine dans les villes allemandes. Mais si on lit cette plaque, on lit que ici, Malik Oussekine fut tué le 5 décembre, si je me souviens bien, 1986. Et il y a toujours quelqu'un pour rajouter à la bombe à côté par la police.
Et donc, vous voyez que, en effet, les enjeux mémoriels sont très forts dans l'institution policière et autour d'elle, dans la culture policière d'abord, mais aussi a des effets sur les pratiques. Titre anecdotique, par exemple, pourquoi le canon à eau n'a pas été sorti avant justement les toutes premières manifestations en 2018 des Gilets jaunes, novembre. Bon, ils l'ont rangé après, mais c'est parce que on ne voulait pas. Le canon à eau a été frappé d'anathème depuis la manifestation des infirmières devant le pont de l'Alma de 1992, lorsque les infirmières protestant contre les conditions de travail s'étaient convaincues qu'elles iraient rencontrer François Mitterrand, une période à peu près de cohabitation, hein, puisque c'était Michel Rocard qui était Premier ministre. Eh bien, le souvenir des infirmières balayées par les jets d'eau de la préfecture de police avait amené la dite préfecture à ranger les engins lanceurs d'eau au garage, et on les a sortis que très très tard. Donc effectivement, un des articles sur la mémoire, moi, qui m'a évidemment le plus marqué, et je ne pense pas que Marie-Claire soit étrangère à la publication de cet article, puisque c'est dans Société contemporaine 93-94. Il me semble que tu étais au comité de rédaction à l'époque. C'est donc l'article de Brigitte Gaïti sur le 17 octobre 1961, intitulé Les ratés de l'histoire. Et les ratés de l'histoire, c'est dans sa démarche d'entretien avec les acteurs politiques du moment, des gens qui ne se souviennent plus de rien. Et je me souviens très bien dans cet article d'ailleurs d'un député qu'elle interroge et qui lui dit ah oui, ça me rappelle quelque chose, rappelez-moi dans 2 jours, je vous dirai. 2 jours après elle rappelle, et le député lui dit non, j'ai vraiment oublié, je ne sais plus. Merci. Alors, ça a été dit avec cette plaque à la mémoire, même partielle, et à la différence des sols cette année, on ne trébuche pas sur la plaque, donc elle joue quand même pas tout à fait ce même rôle. On pourrait, mais c'est pas prévu comme ça. La plaque, les écrits qui figurent en couverture du livre, il y a une dimension spatiale de ces enjeux de mémoire. Alors Philippe Ménard, vous les abordez aussi, et donc en lisant votre article, on comprend que, alors je sais pas si ça relève de votre méthode de travail, mais en tout cas que le fait d'être présent sur les lieux et d'arpenter les lieux joue un rôle aussi pour saisir des dynamiques mémorielles et pour comprendre comment ça fonctionne pas d'ailleurs exactement de la même manière de part et d'autre de l'Atlantique dans telle ou telle culture mémorielle. Oui, disons que bon, au niveau de la méthode, je pense qu'effectivement, j'ai pas la méthode de sociologue, j'ai plutôt une méthode de sémiologue au niveau des signes et des dispositifs. Mais je pense qu'effectivement, on arrive à... Il y a par rapport à des cultures différentes, comme l'exemple que je prenais entre l'Argentine et Berlin notamment, ou l'Allemagne, mais je pense que pour la France, c'est sensiblement la même chose. Il y a des cultures différentes. En même temps, à travers, d'un point de vue transculturel, sur les lieux, il y a des standards qu'on retrouve étonnamment à travers le monde, et des standards architecturaux, des standards... la reproduction, vous parliez des Stolperstein tout à l'heure, mais qu'effectivement, de plus en plus, il y a ce type de marquage de l'espace, et qui va être commémoratif, qui va impliquer des entrepreneurs de mémoire, parce que Dämlich est quand même un entrepreneur de mémoire, enfin celui qui pose les Stolpersteine, et donc avec aussi des paradoxes et des ambivalences, puisque à chaque fois, en ce qui le concerne lui, on peut pas dire qu'il soit du côté de la performance artistique, mais plutôt de la reproduction d'un produit, et voire de la reproductibilité même de ce produit, et donc ça rentre aussi dans une forme de standardisation qui n'est pas celle de l'art, mais qui est une standardisation de la représentation mémorielle dans l'espace public. Et c'est ce qui fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure pour les dispositifs, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs qui sont facilement repérables, des types d'architecture, des types de parcours mémoriels sur des régions entières, aussi en Espagne, en Allemagne, sur des villes entières. Et est-ce que la question c'est... Alors ça c'est effectivement... Il y a un travail de repérage, mais
dans quel rapport les individus sont avec ces espaces, ces dispositifs plutôt, ces dispositifs spatiaux, dans quel rapport on peut dire de docilité, de normativité sont-ils, ou et comment ils... Parfois, on voit qu'ils échappent ou ils essaient de transgresser les parcours qu'on leur demande de suivre. Je pense qu'il y a une véritable question ici. Merci. Alors peut-être pour un dernier ou avant-dernier tour de table, et on aura évidemment un moment d'échange plus large, j'aimerais partir de ces enjeux notamment liés à cette forme qu'on retrouve maintenant dans beaucoup d'endroits, des Stolpersteine, pour poser la question plus large de l'internationalisation, de l'hybridation internationale des enjeux mémoriels, en me demandant peut-être si à l'époque où par exemple Pierre Nora coordonnait les lieux de mémoire, il y avait une évidence qui était que le cadre national était celui dans lequel ces questions se travaillaient, s'écrivaient. Et il me semble que tous et toutes, au fur et à mesure qu'on a avancé, on a constaté, enfin là je parle pour moi, mais vraiment je l'ai personnellement découvert avec une force incroyable en 2020 au moment du mouvement international de remise en cause des statuts. Ça a été voilà, quelque chose qui m'a profondément ouvert les yeux sur cette dynamique transnationale. Mais mon intuition, mon impression, peut-être à étayer, serait que on va quand même vers une internationalisation croissante, vers une hybridation croissante, vers des circulations croissantes de formes mémorielles, de rapports à la mémoire, de formes muséographiques. Donc je voulais vous demander, chacune, sur vos terrains, est-ce que vous avez pris la mesure, est-ce que c'est quelque chose que vous vérifiez, cette idée que finalement, on ne peut plus simplement réfléchir sur la mémoire collective dans un cadre national si on n'a jamais pu le faire, mais en tout cas que s'imposent à nous désormais des dynamiques qui dépassent les frontières et qui viennent compliquer, à la fois compliquer et simplifier, parce que parfois c'est le plus petit dénominateur commun aussi, avec le même type de musée qu'on va retrouver multiplié à l'infini, mais en tout cas qu'il y a ces formes de convergence et d'hybridation internationale. Est-ce que quelqu'un veut... Sur les violences policières, là, on a eu effectivement un exemple très fort avec notre sortie du premier confinement au mois de juin 2020. La première manifestation notable a été celle organisée par le comité Adama devant le tout nouveau palais de justice de Paris, dans le cadre de mobilisation internationale autour de la mort de George Floyd, étouffé par un policier durant 8 ou 9 minutes sous son genou. Et ce qui était intéressant dans cette mobilisation française qui faisait écho à une mobilisation américaine, c'est que du même coup, l'opinion publique, ou en tout cas des fractions assez minoritaires, il faut être lucide de l'opinion publique, se sont saisies de l'affaire Adama, parce que justement, l'affaire George Floyd venait fournir à la mort d'Adama Traoré les images dont elle manquait. On n'a pas d'image de la mort, sans doute par étouffement, sans doute par une clé d'étranglement de Adama Traoré, mais les images de George Floyd venaient combler le manque d'images de la mort d'Adama Traoré. Et venait se déposer dans les mobilisations collectives comme des images probatoires, comme des éléments de preuve que Adama Traoré était bien décédé ainsi. Et ça a été un moteur très fort de la remobilisation autour du cas Traoré. C'est très rare qu'on ait des événements qui nourrissent une mobilisation, et a fortiori en plus d'une certaine manière nationale, au-delà de quelques mois après l'événement tragique dont on se saisit. De ce point de vue, oui, là il y a des résonances très très fortes entre la France et les États-Unis. Pas sur les enjeux de mémoire d'ailleurs, mais sur les enjeux très contemporains de mobilisation sur des événements mortels ou des événements qui impliquent la police. Oui, peut-être un autre exemple un peu différent, plus organisé. J'ai fait un terrain à Yad Vashem, et Yad Vashem organise des formations pour profs du monde entier, donc des
professeurs d'histoire, formateurs de professeurs d'histoire, donc des formateurs de formateurs, sont invités pour prendre des cours, échanger sur leurs pratiques. Et donc là aussi, on retrouve donc une internationalisation du discours de la mémoire de la Shoah par cette institution qui est Yad Vashem et qui prend soin néanmoins de bien distinguer ces formations internationales et européennes de ces formations locales destinées par exemple aux soldats de l'armée israélienne pour qui la mémoire de la Shoah n'est pas, comme pour les formations internationales, un symbole de la paix et du plus jamais ça, mais plutôt un symbole de la défense guerrière du pays. Donc on voit aussi que dans les lieux où il y a une très forte internationalisation, il y a néanmoins une nationalisation en même temps et que ces deux ne s'opposent pas du tout. Oui, puis je pense que pour reprendre l'exemple de la vague autour des statuts à partir de 2020, ou les mobilisations ou la transnationalisation des mobilisations Black Lives Matter, ce qui est intéressant, c'est précisément de regarder à la fois ce qui circule, mais ce qui est également lié à des contextes très locaux et de multiplier comme ça les échelles d'analyse. Et c'est comme ça qu'on voit effectivement ce qui relève de la circulation parfois de militants qui se déplacent, qui vont rencontrer des gens, des modes d'action, des mots d'ordre. Le fait que début juin, devant le tribunal de Paris, on voyait des pancartes avec I Can't Breathe, qu'on retrouvait comme ça une circulation de mots d'ordre, et qu'en même temps on ne saisit pas bien ce qui se joue si on ne comprend pas la dimension très très locale et nationale de ces événements. Moi, c'est vrai que une question qui m'a particulièrement intéressée, c'est la question des statues aux Antilles, en particulier en Martinique, la destruction de la statue de Victor Schellcher, puis la statue de Joséphine, et qui, en tout cas dans les prises de parole des personnes, c'est un peu compliqué là-bas, mais des personnes qui globalement ont détruit les statues, il y avait cette idée que c'était une espèce de déclinaison locale de Roads Must Fall, de toutes les mobilisations anti-statues, sauf que si on regarde les sociétés antillaises et ce qui se joue politiquement là-bas depuis plusieurs années, il y a aussi d'autres chronologies, il y a aussi d'autres choses qui se jouent et qui expliquent que ces statues-là, elles sont détruites à ce moment-là. Mais il n'empêche que l'événement, il a un écho particulier, et il est repris et il suscite des soutiens parce qu'il s'inscrit dans quelque chose qui, à ce moment-là, est un mouvement international de destruction de statues ou de symboles du passé colonial de façon générale. Et que, je pense que c'est pas très original, mais que cette multiplication comme ça des échelles d'analyse, elle permet vraiment de saisir ce qui se joue, et que sur les exemples en question, c'était particulièrement saillant. À propos du terrorisme, je l'évoquais déjà tout à l'heure, c'est une des choses que moi, en tant que chercheur, j'essaie d'apporter dans la création du musée mémorial du terrorisme, de rappeler que les réactions à des attentats comme le 13 novembre, une fois encore, ou Charlie Hebdo, sont des réactions qui sont à la fois internationales et transnationales, alors même que les acteurs publics qui veulent les mémorialiser, laisser une trace mémorielle durable de ces événements, le pensent d'abord dans un cadre qui est national. Et parce qu'en fait, ça renvoie au fait que la mémoire collective, je dirais le degré zéro de la sociologie de la mémoire, c'est, avec tout le respect que j'ai qu'on doit avoir pour Pierre Nora, c'est considérer la mémoire collective comme dans la mémoire nationale, point, à la ligne. Bon. Et c'est encore avec ce genre de catégorie en fait, que résonnent bien logiquement les acteurs publics, puisque ces politiques mémorielles s'adressent à des institutions qui sont nationales, donc c'est une mémoire nationale qu'on construit. Sauf que la mémoire collective ne se résume pas à ça. Bon. Et en particulier là, je pense que pour ce qui est du terrorisme, il y a un niveau qu'on n'a pas encore évoqué, qui est le niveau européen. Parce qu'entre le niveau de l'État-nation et le niveau international, il se trouve qu'on a ce niveau européen. Il est très pertinent dans le cadre du terrorisme, puisque les entrepreneurs de mémoire, au niveau des mémoires de groupe, on peut avoir des victimes en particulier qui s'organisent pour faire entendre. On vit une époque en France où les victimes du terrorisme sont désormais très reconnues. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a encore pas si longtemps, les années 80-90, elles se battaient pour avoir une reconnaissance. Et pas qu'en France, ça a aussi été le cas dans d'autres pays européens. Donc elles se sont alliées de manière très classique, il y a une coalition des causes, et elles ont essayé de jouer, comme dans d'autres domaines, du niveau européen pour obtenir gain de cause au niveau de leur pays. Donc des victimes du terrorisme en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne et en France se sont unis pour essayer de faire pression, obtenir une reconnaissance sur le plan mémoriel au niveau de la mémoire publique officielle dans leur pays. Et de manière donc très classique,
concrètement, par quoi ça se traduit? En France, désormais, depuis 2016, notre actuel président de la République a décidé qu'on aurait une journée nationale de reconnaissance, d'hommage aux victimes du terrorisme le 11 mars. Et si c'est à cette date-là, c'est parce qu'en fait, il s'est trouvé qu'en amont, les institutions européennes avaient elles-mêmes décidé que le 11 mars, date de l'attentat à Madrid en 2004, serait une journée européenne. Et s'il en est ainsi, c'est parce qu'il y avait eu une mobilisation de ces victimes pour obtenir cette reconnaissance au niveau européen. Voilà. En littérature et dans les arts, on retrouve, on retrouve quelque chose qui est c'est un peu difficile de parler de transnationalité, mais au niveau des modèles d'écriture, qui passent par la famille, l'enquête, pour la littérature allemande contemporaine, en Espagne pareil, en France évidemment. On va retrouver par exemple une approche du militaire par la vulnérabilité par exemple. Qui va être assez générale et qui va être transnationale, ou l'utilisation en littérature de textes et photos. Donc en fait, il y a une transnationalité, on peut dire, des modèles d'écriture qui va se retrouver d'un continent à l'autre. Après, du soupçon aussi, du soupçon sur ce qui a été porté, sur les actions du grand-père, Opa war kein Nazi. C'est le grand monument qui montre qu'effectivement les variantes d'interprétation entre le discours du grand-père ou de la grand-mère et l'interprétation qu'en ont pu faire les petits-enfants. Donc il y a quelque chose qui fonctionne effectivement dans ce sens-là. C'est un débat en littérature parce que en France, la littérature est divisée entre la littérature française et la littérature comparée. Et donc, il y a des grands spécialistes de littérature contemporaine française, mais qui vont pas établir de comparaison. Donc, il y a quelque chose sur le plan mémoriel qui peut buter d'un point de vue disciplinaire, qui se trouve pas certainement avec la sociologie ou avec d'autres disciplines de sciences humaines. Pour moi, la question, je ne sais pas si ça se pose pour mes collègues, mais justement, c'est cette tendance à standardiser, à la normalisation même des formes d'expression, indépendamment du fait qu'on est à peu près certain que tel auteur n'a pas lu tel autre, mais on va retrouver entre la Pologne, les États-Unis, la France et l'Espagne, l'utilisation de la photo comme une espèce de marqueur d'authenticité. Et on peut justement s'interroger sur, je pense, cette forme de standardisation d'un discours de la mémoire à travers la littérature. Qui passe d'une frontière à une autre, sans que les auteurs se connaissent entre eux, évidemment. Je vous remercie beaucoup de vous être prêté à cet exercice de la table ronde sur un livre collectif. Et je pense qu'on peut tout de suite ouvrir la discussion avec la salle, où il y a d'autres personnes qui ont contribué au livre, beaucoup de personnes sans doute qui ont des questions à poser. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.